On va voir le drainage qui est associé au préchargement. La longueur de drainage, ici, si toutefois j'associe un drainage au préchargement, la longueur de drainage va être considérablement réduite. Elle va passer de H à D sur 2. D étant la distance entre les drains. Alors, en faisant aussi principalement dans la direction horizontale, ici, l'écoulement va se faire en plus donc, de l'écoulement vertical, va se faire aussi de façon horizontale. Évidemment, en fonction de la perméabilité verticale, mais également de la perméabilité horizontale. Mais il faut comprendre que la perméabilité horizontale étant beaucoup plus élevée, la perméabilité horizontale étant beaucoup plus élevée que la perméabilité verticale, donc l'écoulement est fonction essentiellement de la perméabilité horizontale. Alors, si une couche d'argile est drainée uniquement par des drains verticaux, en ce moment, l'équation de consolidation s'écrit comme ça. Donc, si vous avez uniquement des drains verticaux, donc la dérivée partielle de U sur la dérivée partielle de T, d rond U sur d rond T, égale à CR. CR, c'est quoi? C'est le coefficient de consolidation radiale. Coefficient de consolidation radiale, qui est déterminé en laboratoire avec donc les essais, notamment l'essai odométrique. D rond carré de U sur D rond R carré, plus 1 sur R, D rond U sur D rond R. Vous avez l'équation de la consolidation unidimensionnelle radiale, ici. Radiale. CR, on peut aussi l'approcher, comme nous avions vu avec la consolidation unidimensionnelle de termes aiguës, comme étant KH fois E odométrique sur gamma W. Alors, la résolution de cette équation donne en réalité le facteur temps. Mais également, il nous faudra définir ce qu'on appelle le degré de consolidation radiale. Alors, ce degré de consolidation radiale est une fonction du facteur temps radial et de n. Alors, n ici, c'est le rapport entre grand D et petit d, c'est-à-dire le diamètre d'influence du train et le diamètre efficace du train. Alors, d'habitude, il y a cette tabac-là qu'on utilise, cette tabac, qui donne le degré de consolidation en fonction de T' et de N. Qui donne en fonction de T' et de N le degré de consolidation radiale. Alors, la valeur de UR, c'est le degré de consolidation radiale, est obtenu donc avec cette tabac-là. Il y a plusieurs types de tabac. Alors, cette tabac-là, c'est spécifique, parce que la tabac que je viens de présenter ici va donner la valeur du degré de consolidation radiale en fonction de N, mais d'un facteur temps T'. Alors, le facteur temps T' est donné, est légèrement différent donc du facteur temps, en réalité, qu'on a l'habitude d'utiliser pour la consolidation verticale. Ici, c'est T' 4 CR sur D au carré fois T. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on appelle le facteur temps T'. Il faut comprendre que, toujours en tête, la consolidation. Donc, ici, le drainage se fait de façon beaucoup plus rapide sur le plan horizontal que sur le plan vertical. Pourquoi? Parce que la perméabilité horizontale est beaucoup plus élevée que la perméabilité verticale. Alors, maintenant, le sol se consulte simultanément sous l'effet des drains verticaux et d'une couche drainante horizontale superficielle, éventuellement d'une couche drainante horizontale profonde. Alors, ici, donc, il y a une consolidation simultanée, n'est-ce pas?
Ce qui fait qu'on peut parler de degré de consolidation global. On peut parler du degré de consolidation verticale, on peut parler du degré de consolidation radiale, mais également on peut parler du degré de consolidation globale. Alors, ce degré de consolidation globale, la relation qui donne le degré de consolidation globale est donnée par la formule de Carillo. Si vous entendez parler de la formule de Carillo, elle est là. Donc, 1 moins U de T. UT, c'est le degré de consolidation global. C'est 1 moins U de R, le degré de consolidation radiale, facteur 1 moins U de V, le degré de consolidation verticale. Maintenant, U de V, comme on l'a dit, c'est le degré de consolidation au temps T, mais sans drain vertical. Donc, je reviens sur l'accélération de la consolidation. Donc, toujours le dimensionnement des drains verticaux. Donc, il y a la théorie de Baron et la théorie de Carillo. Donc, on va avoir deux méthodes, entre guillemets. En tout cas, deux théories qui sont applicables. La première théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie de Baron. Alors, cette théorie de Baron va négliger la consolidation verticale. Donc, dans la théorie de Baron, la consolidation verticale est négligée. Les hypothèses, donc c'est quoi? C'est un drainage horizontal. Nous sommes dans le cas d'une consolidation unidimensionnelle horizontal. La charge appliquée est assimilée à une contrainte verticale constante et la déformation verticale, elle est uniforme. Voilà les hypothèses de la théorie de Baron. Alors, voilà l'équation qui donne les variations donc, de la pression interstitielle. Donc, c'est comme l'équation qu'on avait présentée tout à l'heure, mais ici, avec CH, coefficient de consolidation horizontale, ou bien radiale, c'est la parfois je note CR aussi. Donc, voilà la théorie de Baron. Alors, dans la théorie de Baron, il faut connaître la relation qui relie l'espacement entre des drains, S. Alors, quand on appelle S, c'est-à-dire l'espacement entre les drains, la distance entre les drains, et le diamètre de la zone d'influence. Quand vous prenez un drain, par exemple un drain préfabriqué, il a un diamètre, oui, mais il y a ce qu'on appelle le diamètre ou bien la zone d'influence. Un drain peut influencer une certaine zone autour, une certaine zone circulaire autour du drain. Il faut maintenant pouvoir apprécier ce diamètre, cette zone d'influence. Alors, cette zone d'influence, en réalité, est une fonction du type de maillage. Si le maillage des drains est un maillage carré, on dit que le diamètre de la zone d'influence, DE, c'est 1,13 fois S. S est là. S, c'est l'espacement entre les drains. Ouais, S est là. C'est l'espacement entre deux drains consécutifs. Par contre, si le maillage est triangulaire, en ce moment, le DE, le diamètre d'influence, c'est 1,05 S. S, c'est toujours l'espacement entre les deux. Voilà comment on peut apprécier le D, le grand D, ou bien le DE, qu'on appelle le diamètre de la zone d'influence. Maintenant, le coefficient de constatation horizontale, on l'a vu tout à l'heure, CH. On peut l'apprécier comme étant KH, E odométrique sur gamma W. Alors, ce coefficient de consolidation, le rapport entre le coefficient de consolidation horizontale et le coefficient de consolidation verticale est compris entre 1 et 5, n'est-ce pas? Le facteur de temps, on a dit tout à l'heure, TH, le facteur de temps horizontal. C'est CH, le coefficient de consolidation horizontale, fois T, le temps, sur le D équivalent au carré. Alors, il y aura des impacts tout à l'heure qu'on va donner, qui vont donner UH, c'est-à-dire le degré de consolidation horizontale, en fonction du facteur de temps et du nombre et du facteur N. N'est-ce pas? Alors, N, on va dire que N, c'est le rapport entre le D équivalent sur le petit d. Petit d, c'est le diamètre du drain. N'est-ce pas? Petit d, c'est le diamètre du drain. DE, c'est quoi? C'est le diamètre de la zone d'influence du drain. C'est clair? Alors, maintenant, le dimensionnement.
on va regarder exactement le temps nécessaire pour atteindre un degré de consolidation horizontale fixé. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs. Moi, je vais atteindre 80% du degré de consolidation pendant 3 mois ou 4 ans. Juste un exemple. Une fois que j'ai fixé ce délai, cet objectif-là, j'ai un certain nombre de paramètres, notamment N, qui est égal à DE sur D. CR, le degré de consolidation radial ou horizontal, si vous voulez. Donc, je le détermine. DE aussi, le diamètre de la zone d'influence que je viens de calculer. Donc, ça, c'est des paramètres, c'est des données qu'on connaît. Et ce qu'on ne connaît pas, c'est le temps nécessaire pour atteindre ce degré de consolidation. Donc, la méthode applicable pour tous les types de trains, c'est une méthode applicable pour tous les types de trains. Alors, donc, la première méthode que je l'ai dit tout à l'heure, c'était la consolidation radiale unidimensionnelle avec la méthode, avec la théorie de Baron. Mais j'ai dit tout à l'heure que, puisque la consolidation peut se faire, la consolidation se fait en réalité, puisqu'il y a des trains de façon verticale, mais aussi de façon horizontale. Il y a la théorie de Carillo qui permet de prendre en compte maintenant la consolidation tridimensionnelle par l'intermédiaire de CH et de CB. Donc, on va utiliser la solution de Terzaghi qu'on va combiner avec la théorie de Baron. Donc, solution de Terzaghi et Baron combinée, ça va nous donner 3 abacs. Donc, la théorie de Carillo, je la représente ici également. Elle donne la relation entre le degré de consolidation total et le degré de consolidation horizontale et verticale. Donc, si on connaît donc à partir de U et de T, degré de consolidation totale et le temps, donc on va aller vers le degré de consolidation verticale et le degré de consolidation horizontale. On va se donner N en fonction de D qui est fixé, et en fonction du type de maillage, le D qui est fixé, et en fonction du type de maillage, on va définir l'espacement entre les grains. Alors là, on va utiliser une procédure itérative pour vérifier donc la convergence de N, en disant donc la méthode itérative. Alors les abacs sont là. Donc ça, c'est l'abac de Baron, qui donne quoi? Le degré de consolidation. Quel degré le degré de consolidation comment ça s'appelle? Le degré de consolidation horizontale, en négligeant la consolidation verticale. Donc, ici, vous avez le degré de consolidation, et après, en fonction du facteur temps, et ici, vous avez des courbes qui donnent le paramètre N. En fonction de N, donc, si j'ai le facteur temps, je projette sur la courbe correspondante et je projette ici pour avoir le degré de consolidation. Le degré de consolidation, ici, le degré de consolidation horizontale, ou bien le degré de consolidation radiale. Alors, ça, c'est la même chose, c'est la théorie de Baron, mais dans le cas d'une distribution uniforme des pressions interstitielles. Donc, s'il n'y a pas de variation de surpression interstitielle, évidemment, c'est une courbe unique qui me donne le degré de consolidation en fonction du facteur. Alors, donc, voilà, ça, c'est aussi abac de consolidation horizontale de Baron. Ça, c'est la même chose. J'ai superposé tout simplement les deux précédentes courbes. Les deux précédentes courbes que j'ai superposées. Alors, maintenant, Carillo, c'est la consolidation tridimensionnelle, n'est-ce pas? Alors, voilà l'équation de Carillo. Donc, voilà l'abac qui permet d'avoir le degré de consolidation totale. Le degré de consolidation totale. Donc, ici, sur cet axe-là, vous avez le degré de consolidation totale. Là, sur cet axe-là, vous avez le degré de consolidation verticale. Et les courbes que vous voyez ici donnent les degrés de consolidation radiale. Exemple, si j'ai un degré de consolidation verticale de 30%, et un degré de consolidation radiale de 80%, donc vers 30%, je prends 30, je projette sur la courbe ici 80 comme degré de consolidation radiale, je projette ici et je lis directement le degré de consolidation U, le degré de consolidation globale. Et donc, cet abac-là,
La bague de Carillo, de l'équation de Carillo, me permet donc d'avoir exactement le degré de consolidation total tenant compte donc d'une consolidation tridimensionnelle. Donc ça, c'est la bague globale de Baron. Il vient un peu sur la bague qui superpose tout sur le Baron. Donc ici, vous avez CR, le coefficient de consolidation radiale. Donc, ici, vous avez des courbes qui vous donnent les temps de consolidation T, 1 mois, 2 mois, 4 mois, 8 mois, etc. Si je veux, par exemple, avoir tout en 4 mois, je prends le CR, je projette sur la courbe correspondante ici, 4 mois. Ensuite, je projette ici, sur cette courbe. Ces courbes-là donnent quoi? Les degrés de consolidation radiale. Donc, ça, c'est des courbes de degrés de consolidation radiale. Donc, je projette sur la courbe de degrés de consolidation radiale. Hein, voilà. Je projette exactement sur la courbe correspondante. Ici, par exemple, j'ai un degré de consolidation radiale de 30%. Comment ça s'appelle? De 30%. Hein? Donc, vous voyez ici, donc 30%. Alors là, maintenant, je projette sur le diamètre des drains en centimètres. Donc, vous avez 0,5, 10, 20. Tout ça, c'est les diamètres des drains, n'est-ce pas? Ensuite, je projette ici pour avoir le diamètre d'influence grand D. Ça aussi, c'est une méthode. Hein? Ça me permet donc de connaître exactement le diamètre d'influence des drains, et après, d'en déduire peut-être le nombre de drains nécessaires, etc. Voilà, vous voyez, donc voilà, de façon globale, comment on fait le dimensionnement donc, des réseaux de drains verticaux. Alors, je vais terminer par le contrôle. Hein, je vais terminer sur le préchargement par les contrôles. Alors, la réalisation correcte de remblais de préchargement, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, va impliquer des contrôles, des tassomètres, hein, pour contrôler les tassements. On utilise des plaques ou des tassomètres à boule, des tubes tassométriques, des profilomètres. Hein. On peut mesurer aussi les déformations latérales par des inclinomètres. On peut mesurer les variations de pression interstitielle, hein, pour éviter quand même les risques de rupture pendant la montée du remblai. Hein, parce que si les pressions interstitielles sont énormes, effectivement, ça peut entraîner des phénomènes de rupture. L'intégrité et la profondeur des drains, on peut vérifier également est-ce que les drains fonctionnent. On va vérifier est-ce que les drains fonctionnent. Hein, effectivement, hein, si les drains ne sont pas colmatés, est-ce que les drains ont atteint les profondeurs exigées? Parce que chaque drain doit être placé à une profondeur donnée. Il y a une longueur de drain à respecter. Les volumes qui sont mis en œuvre et le poids volumique de remblai. Donc, voilà, les volumes de drain à mettre en œuvre, ça c'est les essais de laboratoire pour connaître le poids volumique des remblais à mettre en place. Hein? Voilà, comment compacter. Tout ça, c'est des essais de compactage assez classiques que l'on peut faire au laboratoire pour mieux contrôler